Ok, faut vraiment que je vous parle de cette histoire. Bob Denard, un mercenaire français. Le mercenaire français Bob Denard et les putschistes semblent avoir la situation bien en main. C'est l'instrument d'une prédation, le type d'exécutant qu'on envoie pour maintenir la prédation. L'homme de plusieurs coups d'État en Afrique et notamment dans l'archipel des Comores. Il s'appelle Bob Denard. Le jour où il me dira j'ai besoin de toi, je ne lui dirai jamais combien, où, pourquoi et comment. J'irai. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Le 30 juin 1960, après plusieurs années d'attente, l'indépendance du Congo belge est proclamée en tant que République du Congo. Un événement historique pour le pays, qui va néanmoins rapidement se transformer en une véritable guerre civile. Car immédiatement après l'indépendance, deux régions de la République du Congo font sécession, le Sud Kasaï et surtout le Katanga. Cette région extrêmement riche en ressources naturelles est en effet officiellement déclarée indépendante le 11 juillet 1960, lorsque Moïse Tshombe prend la tête d'un gouvernement katangais. Est-ce que vous maintenez cette indépendance ? Notre position est ferme, comme je l'ai encore dit il y a 3 jours. Nous maintenons absolument l'indépendance du Katanga. Cette sécession du Katanga transforme le territoire congolais en un véritable champ de bataille. D'un côté, la République du Congo, soutenue notamment par l'ONU, et de l'autre, l'État du Katanga, discrètement soutenu par la Belgique. Sauf que rapidement, Moïse Tshombe comprend que même avec le soutien des Belges, son armée est trop faible. Et s'il n'agit pas très vite, il va pas tarder à se faire renverser. Dos au mur, le président katangais n'a plus le choix. Il ne lui reste alors plus qu'une seule solution pour s'en sortir, faire appel à des mercenaires. À la fin de l'année 1960, de nombreux mercenaires commencent donc à débarquer au Katanga. Ils arrivent par dizaines, principalement d'Europe, avec une majorité de Belges et de Français. Beaucoup d'entre eux sont des vétérans de guerre, des soldats très entraînés qui ont quitté les rangs de l'armée pour rejoindre le monde bien plus lucratif du mercenariat. On retrouve d'ailleurs des grands noms du milieu, comme l'Irlandais Mike Orr, le Belge Jean Schramm ou encore le Français Roger Falk. Ces mercenaires étrangers venus combattre au Katanga gagnent d'ailleurs assez rapidement un surnom assez évocateur, les affreux. Et parmi ces affreux qui vont venir combattre au Katanga se trouve un personnage un peu particulier, un jeune homme français dont le nom n'est pas encore connu du grand public, Robert Denard. Âgé d'à peine 30 ans, celui que l'on surnomme Bob n'est en effet pas encore une figure incontournable du mercenariat. Né en 1929 à Bordeaux, il a grandi dans une famille militaire, ce qui l'a poussé à s'engager très jeune. Après avoir servi dans la marine française, il est envoyé combattre en Indochine, mais est obligé de quitter le territoire au bout de quelques années du fait de son caractère imprévisible et indiscipliné. De retour en France, il quitte alors l'armée et mène une vie assez chaotique. Il part aux États-Unis, devient policier au Maroc, avant de finir derrière les barreaux pour avoir participé à une tentative d'assassinat contre l'homme politique Pierre Mendès France. Libéré en 1957, Denard rentre alors à Paris et commence à se rapprocher des cercles nationalistes et anticommunistes. Et à la fin de l'année 60, le jeune Bob apprend l'existence du conflit au Katanga. Il entend parler de ce territoire africain en pleine guerre où sont partis combattre de nombreux mercenaires européens. Quand il apprend ça, Denard ne réfléchit pas beaucoup. En quête d'action et rêvant d'une vie pleine d'aventures, il décide lui aussi de partir au Katanga, rejoindre les fameux affreux européens dans ce conflit explosif. C'est le début d'une très longue carrière de mercenaire. Bob Denard débarque donc seul au Katanga au début de l'année 61 et il est directement intégré aux forces armées de Moïse Tshombe en tant que sous-lieutenant. Et en quelques mois seulement, Denard gravit les échelons à une vitesse impressionnante. Il prend notamment le commandement d'un bataillon mobile et le transforme en une unité redoutable, connue pour sa discipline et son efficacité sur le terrain. Faut dire qu'en même temps, Denard se révèle être un leader charismatique et un meneur d'hommes naturel. Il sait tirer le meilleur de ses troupes et surtout il ne fait pas de distinction entre les soldats katangais et les mercenaires européens. Le 11 juillet 1961, lors d'un défilé militaire dans la capitale du Katanga, le bataillon de Bob Denard est d'ailleurs le seul à défiler en unité mixte. Nous étions une vingtaine d'Européens pour une centaine de Katangais. Donc je ne vois pas pourquoi il y avait un adjudant katangais qui était sûrement, qui avait fait la guerre d'Abyssinie et qui était de la force publique, l'adjudant Kabouita. Je ne vois pas pourquoi il aurait dû défiler derrière un simple volontaire européen. Et ça vous paraît sans doute inconcevable aujourd'hui, mais dans les années 60, les armées étaient encore profondément marquées par les divisions raciales. Voir ce mercenaire français sorti un peu de nulle part faire défiler ses troupes en unité mixte, c'était donc pas quelque chose d'anodin. C'était d'ailleurs tellement pas anodin qu'à la fin de ce défilé militaire, Moïse Tshombe va demander à rencontrer Bob Denard. Le président katangais était en effet assez intrigué par cet affreux français venu combattre dans son armée, et une amitié assez improbable va commencer à naître entre les deux hommes.
Bob Denard devient alors l'un des hommes forts du régime de Tshombe, et à carte blanche ou presque pour mener ses opérations militaires. Le mercenaire français et son unité se battent notamment contre les troupes de l'ONU venues en masse soutenir la République du Congo. Dites-vous qu'on parle alors de dizaines de milliers de casques bleus qui combattent aux côtés de l'armée congolaise, auxquels doivent faire face seulement une poignée de soldats katangais. Mais Bob Denard, lui, n'abandonne rien. Se servant des techniques de guérilla apprises lors de la guerre d'Indochine, il organise une résistance acharnée. Son bataillon sabote, tue et tient tête à une opposition pourtant bien plus nombreuse. Bob Denard se forge alors une vraie réputation de tacticien militaire redoutable et est même fait commandant par Moïse Tshombe. Mais Bob Denard et son unité ont beau faire des merveilles, l'écart de force entre le Congo et le Katanga est bien trop grand. À la fin de l'année 1962, après un ultime assaut des forces onusiennes et congolaises, la capitale du Katanga, Elisabethville, tombe. Moïse Tshombe est alors contraint de capituler et les affreux sont obligés de quitter le Katanga. Mais pour Bob Denard, l'aventure katangaise a été prolifique. Lui, qui était encore un illustre inconnu il y a moins de 2 ans, s'est maintenant forgé une réputation solide dans le monde du mercenariat. Tellement solide qu'elle a même attiré l'attention d'un organisme un peu particulier, les services secrets français. Pour être exact, dès la fin de l'année 61, alors qu'il est encore au Katanga, les services de renseignement extérieur français, le SDES, ont commencé à prendre contact avec Bob Denard. Et en fait, il y a surtout 2 hommes qui vont prendre sous leur aile le mercenaire français. Le premier s'appelle Jacques Foccart et il porte un surnom assez évocateur, Monsieur Afrique. Bon, je vais pas forcément m'étaler sur toute la vie de Jacques Foccart, car bon, faudrait vraiment en faire une vidéo tout entière. Mais comprenez bien que c'est cet homme qui se cache derrière la plupart des réseaux d'influence que la France a établis en Afrique après la décolonisation. Les coups d'état en Afrique, les interventions militaires secrètes, les contrats pétroliers douteux, tout ça, c'est Jacques Foccart. Et donc, quand ce monsieur Afrique découvre l'existence de Bob Denard, il est très intéressé, car Foccart comprend immédiatement le potentiel d'un homme comme Denard, un mercenaire capable de mener des opérations secrètes, de déstabiliser des régimes politiques et surtout de le faire sans que la France n'ait assumé la moindre responsabilité officielle. Et c'est là que rentre en jeu la deuxième personne qui va jouer un rôle clé dans la carrière de Denard. Il s'agit de Maurice Robert, chef du secteur Afrique du SDES, et c'est lui qui va proposer à Denard de rejoindre les services secrets français. Mais ça doit être 61 ou 62. J'ai pris un contact direct avec Bob Denard et lui ai proposé de travailler pour les services français. À partir de ce moment-là, Bob Denard devient ce qu'on pourrait appeler un chien de guerre des services secrets français. Un surnom qui résume assez bien ce rôle, un homme envoyé sur les terrains les plus hostiles, là où la France ne peut pas intervenir officiellement. Mais Denard n'a jamais vraiment apprécié ce titre de chien de guerre, lui préférant un autre surnom qui, selon lui, reflétait bien plus ce qu'il était réellement, le corsaire de la République. Après avoir obtenu la bénédiction des services secrets français, Denard peut maintenant aller à peu près où il veut et faire à peu près ce qu'il veut. Et donc, à peine quelques semaines après la fin de la guerre au Katanga, Bob reprend la route direction un tout nouveau pays, le Yémen. Ce territoire de la péninsule arabique est alors plongé dans la guerre civile, avec d'un côté les royalistes, soutenus par l'Occident, et de l'autre les républicains, soutenus par les soviétiques. Et bon, dès qu'il existe une occasion pour Denard d'aller combattre les communistes, il hésite pas beaucoup. Il débarque donc au Yémen au début de l'année 63 et embarque avec lui une petite troupe d'anciens affreux du Katanga. Mais le conflit yéménite sera bien différent de ce qu'avait vécu Denard au Katanga. Les grandes savanes luxuriantes ont laissé place au désert d'Arabie et les combats physiques entre royalistes et républicains se font rares. Mais qu'importe pour Bob Denard qui passe de la pratique à la tactique. Il devient une sorte de chef instructeur chargé d'enseigner ses connaissances militaires aux forces royalistes. Mais l'aventure de Bob Denard au Yémen va brutalement s'interrompre à la fin de l'année 1964. Son ami Moïse Tshombe, entre-temps devenu Premier ministre de la RDC, lui demande de venir l'aider dans sa lutte contre les rebelles communistes Simba. Denard n'hésite pas très longtemps et après avoir reçu l'aval discret de Jacques Foccart, il débarque à Léopoldville au début de l'année 65. Il forme alors sa propre unité militaire d'élite, le Premier Choc, et participe donc à la lutte contre les rebelles Simba. Mais une fois la rébellion matée, Moïse Tshombe est chassé du pouvoir, et c'est alors un autre personnage qui prend le pouvoir en République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu. Sauf que malgré l'arrivée au pouvoir de Mobutu, Bob Denard reste en RDC. Le nouveau dirigeant congolais a besoin des hommes de Denard pour pacifier le pays et le mercenaire français accepte de l'aider, car après tout, sa loyauté va au plus offrant. Très vite, Denard devient donc un élément très important du nouveau régime de Mobutu, et est même nommé lieutenant-colonel lors de l'été 66. Le chien de guerre s'impose alors comme l'un des mercenaires les plus puissants d'Afrique à la tête d'une petite armée personnelle sous ses ordres. Il est d'une fidélité sans faille envers Mobutu, et va même aller jusqu'à combattre ses anciens frères d'armes au Katanga pour
empêcher une nouvelle rébellion. Mais comme souvent avec le corsaire de la République, les choses ne tardent pas à s'envenimer, car en 1967, Mobutu accuse Denard d'avoir secrètement revu l'ancien premier ministre Moïse Tshombe et d'être en train de monter un complot contre lui. Chose que Denard, lui, a toujours farouchement contesté, expliquant n'avoir jamais repris contact avec son ancien ami. Qui a raison, qui a tort, impossible à dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'après ces accusations, Denard sent qu'il n'a plus les bonnes grâces du dirigeant congolais et décide alors de prendre les choses en main. Ce qui, dans le langage Bob Denard, veut dire faire un coup d'état. Le mercenaire français décide alors de s'associer avec un autre mercenaire très connu, le belge Jean Schramm, pour déclencher une gigantesque mutinerie et renverser Mobutu du pouvoir. Ce sera un gigantesque échec. La tentative de coup d'état échoue lamentablement, les soldats congolais restent fidèles à Mobutu et Bob Denard est grièvement blessé et obligé d'être évacué vers la Rhodésie. Mais si cet événement marque la fin définitive de l'aventure au Congo pour Bob Denard, ce n'est pas pour autant que ce dernier va arrêter sa carrière de mercenaire. Non, au contraire, il dispose maintenant d'une réputation solide et va alors pendant près d'une décennie multiplier les missions en Afrique. Toujours avec le soutien tacite des services secrets français, Bob Denard part notamment au Biafra, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Maroc, en Rhodésie ou encore en Angola. Bref, il enchaîne les contrats et devient alors l'une des principales figures du mercenariat moderne. Mais cette ascension s'accompagne aussi de nombreuses critiques, car Bob Denard est souvent pointé du doigt pour ses méthodes jugées brutales et son rôle dans le maintien de régimes autoritaires. Cependant, pour le corsaire de la République, ces accusations sont insignifiantes. Pour lui, ce qui compte, c'est uniquement son prochain contrat, sa prochaine mission. Et ça tombe bien, car nous voilà désormais en 1975, année durant laquelle Bob Denard va se voir confier une mission qui changera sa vie à tout jamais. L'indépendance de Comores dans ses frontières coloniales, à savoir Mayotte, Anjouan, Moélie et Grande Comore. Ok, le discours que vous venez d'entendre date du 6 juillet 1975. Ce jour-là, l'homme politique comorien Ahmed Abdallah déclare unilatéralement l'indépendance de son pays vis-à-vis de la France et donne alors naissance à l'État comorien. Et même si finalement Mayotte restera française, Abdallah prend la tête de ce nouveau pays et devient le premier chef d'État des Comores indépendantes. Mais moins d'un mois plus tard, le 3 août 1975, un jeune ingénieur comorien du nom d'Ali Swahili lance un coup d'État pour renverser Ahmed Abdallah. Sauf que cette tentative de coup d'État se solde par une victoire en demi-teinte. Swahili arrive certes à s'emparer du pouvoir et de la capitale comorienne, Moroni, mais Abdallah arrive à s'enfuir et à trouver refuge sur l'île d'Anjouan où il refuse de rendre les armes. Pendant plusieurs semaines, Swahili va alors essayer par tous les moyens d'arrêter l'ancien chef d'État comorien, mais sans succès. Alors à votre avis, à qui fait-on appel dans ce genre de situation? Eh bien, à Bob Denard et ses mercenaires, lesquels débarquent aux Comores en septembre 75, lancent un raid aéroporté sur Anjouan et en quelques heures seulement arrivent à arrêter Ahmed Abdallah. Une nouvelle mission accomplie pour le corsaire de la République donc, qui va décider de ne pas repartir tout de suite des Comores et rester quelque temps sur place pour visiter l'archipel. Entre les paysages, les habitants et bien sûr la position ultra stratégique de l'archipel, les Comores deviennent aux yeux du mercenaire un véritable paradis sur Terre. Lui qui depuis 15 ans est ballotté de pays en pays, se met doucement à rêver d'une petite retraite dorée sur les plages comoriennes. Mais malheureusement pour Denard, son petit projet devra être remis à plus tard. Car pendant qu'il pense à sa retraite, Ali Swahili, lui, le nouvel homme fort des Comores, commence à mener une politique révolutionnaire dantesque dans l'archipel, sous fond d'inspiration marxiste-maoïste. Et bon, pour un anticommuniste comme Denard, cette situation va pas tarder à devenir assez compliquée à vivre. Au fur et à mesure de notre présence ici, on a vu que l'orientation politique changeait et qu'elle était contraire à nos convictions de toujours. Alors nous nous sommes retirés. Denard quitte donc les Comores au début de l'année 76, mais se fait une promesse avant de partir. Un jour ou l'autre, il reviendra. Et en réalité, Denard va avoir assez rapidement une occasion de remettre les pieds aux Comores. Car en 1977, après avoir notamment échoué à renverser le gouvernement béninois, le mercenaire français est contacté par un individu assez inattendu, Ahmed Abdallah. Oui, on parle bien de l'ancien président comorien que Denard avait renversé 2 ans auparavant. Désormais en exil en France et connaissant bien les talents de Denard, Abdallah va demander de l'aide aux mercenaires français pour retrouver sa place de chef des Comores. Une offre que Denard va assez rapidement accepter. Bah oui, après tout, il est mercenaire et dans ce métier, les ennemis d'hier sont souvent les amis d'aujourd'hui. Après s'être assuré du soutien des services secrets français, Denard commence donc à mettre sur pied une nouvelle opération commando. Il recrute une 50aine de nouveaux mercenaires en France, embarque à bord d'un vieux chalutier et met le cap sur les Comores au
printemps 78. Après un mois de voyage, le corsaire de la République et ses hommes débarquent alors sur l'archipel le 13 mai 1978. L'opération sera un succès total. En quelques heures seulement, Denard et ses hommes s'emparent du palais présidentiel, arrêtent Ali Swahili et le jettent en prison. Quelques jours plus tard, Ahmed Abdallah atterrit à Moroni, retrouve son poste de chef d'État comorien et fonde la République fédérale islamique des Comores. Un nouveau changement de régime pour l'archipel de l'océan Indien qui va néanmoins être assez bien accueilli par la population locale. Car après plus de 2 ans au pouvoir, la révolution maoïste d'Ali Swahili a complètement ruiné les Comores. Tout ou presque est à reconstruire et c'est pour ça que quand Ahmed Abdallah débarque à Moroni pour prendre le pouvoir, il a le droit à un accueil triomphal. Mais il n'est pas le seul à être acclamé par la foule. Les mercenaires français qui ont organisé le coup d'État sont accueillis en héros et Bob Denard lui-même est dépeint en véritable libérateur des Comores. Face à ces scènes de liesse, le corsaire de la République est d'ailleurs catégorique, il veut s'installer durablement dans l'archipel et laisser sa vie de mercenaire derrière lui. Parce qu'il y a trop de chaleur humaine, ça devient un problème sentimental et j'ai l'intention de m'établir définitivement ici en tant que Comorien à part entière. Bob Denard a donc trouvé son nouveau chez lui, et rapidement, il commence à prendre les choses en main pour consolider son pouvoir sur le régime comorien. Il devient une sorte de conseiller officieux d'Ahmed Abdallah, et se charge d'ailleurs de créer la garde présidentielle comorienne, la GP. Une garde qui en réalité n'a de présidentielle que le nom, car elle est en partie composée de mercenaires français, et surtout elle est sous le commandement direct de Bob Denard, lequel ne va d'ailleurs pas se contenter uniquement d'être le chef de la GP. Non, Denard a une vraie vision, développer l'archipel des Comores pour le transformer en un petit paradis tropical prospère. Sauf que les Comores sont un pays très pauvre, et pour réaliser ces grands projets de développement, Denard va être obligé de se tourner vers un autre pays pour chercher des financements, l'Afrique du Sud. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, l'Afrique du Sud est encore sous le régime de l'apartheid et le pays est isolé sur la scène internationale. Le pays est notamment frappé par un embargo sévère et ne peut pas, par exemple, acheter ou vendre des armes comme il le veut. Et c'est là que Bob Denard comprend qu'il a une carte à jouer. Il va proposer aux Sud-Africains le deal suivant. En échange d'un soutien financier et logistique, Denard offre au régime de l'apartheid la possibilité d'utiliser les Comores comme une plaque tournante pour contourner l'embargo international. Et les Sud-Africains vont accepter ce deal. Dès 1978, il commence à envoyer des millions de dollars pour financer la garde présidentielle de Denard. En échange de quoi, l'Afrique du Sud se sert des Comores pour vendre et acheter des armes aux 4 coins du monde. Grâce à l'argent sud-africain, Bob Denard commence alors à financer de nombreux projets pour développer les Comores. Fermes, routes et hôtels commencent ainsi à voir le jour sur l'archipel, qui devient en quelques années seulement une destination de plus en plus prisée par les touristes. Son rôle à l'époque est de construire et de mener à bien des projets de développement. Mais derrière ces projets de développement et cette façade de prospérité, les Comores se transforment surtout en royaume personnel de Bob Denard. Avec l'argent sud-africain et sa GP surentraînée, le mercenaire français ne se contente pas d'être un conseiller spécial du président Abdallah. Non, Denard construit doucement un système où tout passe par lui, et où il n'est plus seulement un conseiller ou un mercenaire, mais le véritable maître de l'archipel. Il élimine peu à peu tous ses opposants et fait même mettre sur écoute toutes les grandes administrations du pays, comme les aéroports, les ministères et même la présidence. Et cette situation où Bob Denard est comparé à un véritable roi ou à un sultan blanc va durer plusieurs années. Plusieurs années pendant lesquelles Bob Denard contrôle absolument tous les aspects du pouvoir comorien, que ce soit au niveau économique, politique ou militaire. Le mercenaire dirige les Comores, a le soutien des services secrets français, reçoit de l'argent d'Afrique du Sud, rencontre des dirigeants du monde entier, bref, Denard est devenu tout puissant. Mais il est peut-être même devenu un peu trop tout-puissant, car face à cette situation, la population comorienne va peu à peu commencer à exprimer des critiques envers le corsaire de la République. Après tout, les Comoriens avaient bataillé pendant de longues années pour obtenir leur indépendance vis-à-vis de la France, c'était pas pour que maintenant un Français prenne le pouvoir dans leur archipel. Et ce n'est d'ailleurs pas que Bob Denard qui dérange, ces mercenaires aussi commencent à être l'objet de nombreuses critiques, notamment à cause de leur attitude vis-à-vis de la population locale. Eux ils avaient tout, nous on n'avait rien, ils avaient le pouvoir, on ne l'avait pas. Hein? On pourrait même pas oser, dès qu'ils rentrent, même par exemple, soi-disant pour un effet banal, s'ils rentrent dans une boutique, il fallait s'écarter pour qu'on les laisse se servir d'abord. Cela ne fait pas, c'était pas du tout bien. La colère va donc commencer à gronder contre Bob Denard et ses mercenaires. Ceux qui encore quelques années auparavant étaient accueillis en héros libérateurs sont désormais devenus persona non grata au sein de l'archipel comorienne. La population locale est d'ailleurs quasi unanime, il faut que ces étrangers quittent les Comores au plus vite. Des propos très limpides que Bob Denard va pourtant décider d'ignorer. Après tout, il est littéralement devenu un roi dans son pays d'adoption et il n'a absolument aucune intention de quitter les Comores. Et puis à vrai dire, c'est lui qui possède tous les pouvoirs dans l'archipel, et il sait que de toute façon, personne peut réellement l'obliger à partir.
Pendant encore quelques années, malgré la colère grandissante de la population locale, Denard va donc rester au pouvoir aux Comores. Mais en 1989, 11 ans après ses débuts, l'aventure comorienne de Bob Denard va brutalement s'interrompre. Et ce, pour 3 raisons principales. La première chose, c'est tout simplement l'arrêt du financement sud-africain. Car oui, rappelez-vous, depuis maintenant 10 ans, Pretoria soutenait activement Denard en finançant directement sa garde présidentielle et différents projets d'infrastructure. Mais en 1989, le régime de l'apartheid, sous pression internationale, commence à s'effondrer. L'Afrique du Sud réduit alors drastiquement son soutien financier aux opérations à l'étranger et Denard se retrouve soudainement privé de son plus généreux allié. La deuxième chose qui va précipiter la chute du corsaire de la République, c'est la perte du soutien de Paris. Car oui, vous le savez, pendant des années, la France avait toléré, voire soutenu les activités de Denard dans l'archipel comorienne. Mais en 89, face à l'influence trop importante du mercenaire, les services secrets et leur nouveau directeur Claude Zilberza décident de rompre leur collaboration avec Denard. On décide à l'époque d'assainir un certain nombre de situations et parmi ces situations, il y a celle des Comores. Ce qui nous amène donc au troisième et dernier événement qui va venir mettre un terme au règne de Bob Denard aux Comores, l'assassinat du président Ahmed Abdallah le 28 novembre 1989. Cette mort est très bizarre. Alors qu'il se trouve dans son bureau en compagnie de Denard et quelques mercenaires, Ahmed Abdallah est soudainement abattu par son propre garde du corps, le sergent-chef Jafar, qui se fera lui-même tuer quelques instants plus tard. Un récit assez tordu que beaucoup ont du mal à accepter, à commencer par le propre fils du président Ahmed Abdallah. Il y avait 2 Comoriens dans la pièce et 3 Français. Les Français en sortent vivants et les 2 Comoriens morts. Et on veut faire comprendre, c'est faisable, hein, c'est possible, que les 2 Comoriens se sont entretués. Alors Bob Denard, coupable ou innocent? Eh bah officiellement, on n'en sait rien, donc toujours est-il que la mort d'Ahmed Abdallah sonne la fin de la partie pour le corsaire de la République. Bon, déjà car il est plus impopulaire que jamais dans l'archipel, mais surtout car après le meurtre du président comorien, la France décide d'intervenir officiellement pour siffler la fin de la récré. Le mercenaire avait dépassé toutes les bornes et l'Hexagone décide d'envoyer l'armée aux Comores pour expulser Denard et ses hommes, lesquels acceptent de se rendre sans protester. En décembre 89, Denard quitte donc l'archipel comorien par la petite porte, contraint d'abandonner un territoire sur lequel il avait régné sans partage pendant plus d'une décennie. Après son départ forcé des Comores, Bob Denard se réfugie en Afrique du Sud et entame alors une longue traversée du désert. Il rumine son passé royal dans l'archipel et tout le monde imagine alors que sa carrière de mercenaire est révolue. En 92, il rentre en France et est même condamné à 5 ans de prison avec sursis pour son coup d'état manqué au Bénin en 1977. Bref, la vie de roi que Denard menait aux Comores semble désormais bien loin, mais un événement va une nouvelle fois venir tout chambouler. En 1994, un homme va en effet décider de rentrer en contact avec le mercenaire, Salim Abdallah, le fils de l'ancien président Ahmed Abdallah. Oui, vous rêvez pas, celui-là même qu'on a entendu avant et qui pourtant accuse Bob Denard d'avoir assassiné son père. Mais alors, pourquoi Abdallah rentre en contact avec Denard? Eh bien parce que 2 ans auparavant, en 92, 2 des frères de Salim ont tenté un nouveau coup d'état aux Comores. Mais leur tentative a échoué et les 2 frères ont été jetés en prison. Pour les faire libérer, Salim Abdallah sait donc que sa meilleure option est de faire appel à des mercenaires étrangers. Et honnêtement, vu sa réputation, qui de plus compétent que Bob Denard pour réaliser une telle opération? Salim Abdallah rentre donc en contact avec Bob Denard et ce dernier accepte la mission sans hésitation. Le mercenaire se met alors au travail et décide de procéder presque exactement comme 17 ans plus tôt en 1978. Alors, comme en 1978, il achète un bateau et recrute une petite équipe de mercenaires. Comme en 1978, il débarque sur les côtes comoriennes et renverse le gouvernement en seulement quelques heures. Et comme en 1978, Denard et ses mercenaires sont accueillis comme des héros par la population locale. Et comme en 1978, Bob Denard devient alors le roi des Comores, et bah ça, pas vraiment. Car contrairement au précédent coup d'état, celui-ci est très mal accueilli par la communauté internationale. Après tout, on n'est plus au temps de la guerre froide et la clémence que certains pouvaient avoir vis-à-vis des mercenaires comme Denard n'est plus vraiment d'actualité. Le monde entier ou presque condamne publiquement l'action du mercenaire et même le premier ministre français de l'époque, Alain Juppé. Mais là où c'est assez ironique, c'est que ce nouveau coup d'état, Denard l'avait organisé avec l'appui des services secrets français, lesquels n'étaient pas du tout séduits par le président comorien, Saïd Mohamed Johar, et voyaient le putsch de Denard comme un événement pouvant favoriser les intérêts français dans l'archipel. Mais voilà, maintenant que le mercenaire français avait renversé Johar, il n'était plus d'aucune utilité. Le gouvernement français condamne donc l'action de Bob Denard et va même aller encore plus loin en lançant une gigantesque opération militaire pour aller arrêter le mercenaire. Sous le nom de code Azalée, l'armée française est finalement intervenue aux Comores pour
mettre un terme au putsch dirigé par le mercenaire français Bob Denard. Alors qu'il est, un gouvernement d'union nationale a été constitué, mais Bob Denard et quelques-uns de ses mercenaires sont toujours retranchés dans une caserne. Après l'intervention de l'armée française, Denard et ses hommes sont donc arrêtés et contraints de quitter les Comores le plus vite possible. Le corsaire de la République rentre dans l'Hexagone où il va faire face à la justice française pour plusieurs affaires. Il est notamment jugé pour l'assassinat d'Abdallah en 89, mais faute de preuves concrètes et grâce aux témoignages d'anciens agents des services secrets, Denard sera acquitté. Son ombre plane aussi sur des dossiers bien plus lourds, comme le génocide Tutsi au Rwanda où Denard est soupçonné d'avoir joué un rôle actif. En 2006, c'est pour le coup d'état aux Comores de 95 qu'il est condamné, mais au vu de son état de santé fragile, il échappe à la prison et écope d'une peine avec sursis. Bob Denard s'éteint finalement l'année suivante, en 2007, emportant de nombreux secrets dans sa tombe et laissant derrière lui un héritage qui, encore aujourd'hui, continue de diviser. Parce que oui, Bob Denard, c'est probablement l'une des personnalités les plus controversées que j'ai jamais eu à traiter sur cette chaîne. Pour les uns, c'est un véritable criminel, symbole du colonialisme et de l'immoralité du mercenariat. Et pour les autres, Bob Denard, c'est un héros, un patriote qui a toujours servi les intérêts de la France et qui a participé au renversement de nombreux régimes dictatoriaux. Mais en réalité, l'essentiel est ailleurs. Et si je vous ai parlé de Denard aujourd'hui, c'est pas pour vous dire si c'est une bonne ou une mauvaise personne. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que si Bob Denard peut être loué ou décrié pour les actes qu'il a commis durant sa carrière, il n'en restait pas moins qu'un simple pion d'un système beaucoup plus puissant. Un système qui aura duré près d'un demi-siècle et permis à la France de garder un contrôle immense sur ses anciennes colonies. Un système opaque qui aura renversé plusieurs gouvernements et été à l'origine de la mort de bon nombre d'individus. Un système dont Denard n'était que le chien de guerre et dont il est devenu malgré lui l'un des plus puissants symboles. Un système dont nous reparlerons dans de prochaines vidéos et qui porte un nom que vous connaissez tous, la France-Afrique.